Pour moi, la couleur politique de Goscinny elle est très claire. C'est un démocrate américain. C'est-à-dire au sens où on peut parler des démocrates comme Bill Clinton aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des gens c'est quelqu'un qui est pour la libre entreprise de façon évidente et qui est en même temps un humaniste. Et donc il a une vision politique qui est totalement différente des Français. Sa construction politique, elle n'est pas française. Elle est sud-américaine, donc forcément un petit peu marquée par les régimes dictatoriaux successifs, et donc il y a une espèce de méfiance du pouvoir qu'on va retrouver dans ces différentes œuvres. Je sais pas, je pense à l'Empereur Smith de Lucky Luke ou tout simplement le césarisme de Jules César. Beaucoup de gens ont parlé sur ce que pouvait être Astérix politiquement. Qu'est-ce que c'est que ce petit village de Gaulois qui résiste encore et toujours contre l'envahisseur? Il y a des théories selon lesquelles il faut pas oublier que Goscinny a perdu la quasi-totalité de sa famille dans les camps d'extermination nazis. Il est un survivant. Hein. Est-ce que cette petite famille de Gaulois en armorique, est-ce que c'est un rapport avec ça, avec le fait de pouvoir résister malgré tout? Parce que c'est ça. C'est des résistants, hein, nos petits Gaulois. Même si tout ça est rigolo. Alors après, je pense que chacun est capable ou peut avoir envie d'aller plus loin dans les interprétations. Lui s'en est toujours défendu. Il n'y a aucune explication à ça dans les interviews. Si, quand on l'attaque et qu'on lui dit, parce qu'évidemment, quand on a un tel succès, on est forcément attaqué. Goscinny sera attaqué, on le traitera de chauvin, de nationaliste, voilà. Et c'est peut-être la seule fois de sa vie où il s'exprimera là-dessus, en disant que lui qui a perdu la majorité de sa famille dans les camps d'extermination, le traité de chauvin et de nationaliste, il a juste du mal à comprendre. C'est la seule fois où il va s'exprimer là-dessus, parce que tout à coup, on l'aura poussé à bout. Donc il se dit plutôt apolitique. D'ailleurs, les dessinateurs de bande dessinée, les auteurs de bande dessinée à cette époque-là, quand on commence à essayer de creuser, leur dire alors quel est le message que vous passez, ils disent non mais moi j'ai pas de message, je fais des bandes dessinées pour amuser les enfants. Donc il y a une volonté de toute cette génération-là, je parle de celle de Goscinny, pas celle derrière, pas celle de Christin, pas celle de Bilal et Tardy et les autres. Là je parle de la génération de Goscinny, celle qui émerge dans les années 50. Mais nous on est là pour amuser les enfants. Et il n'y a pas de message. Enfin, à partir du moment où on crée et qu'on raconte des histoires, même si elles sont pour les enfants, au contraire, il y a forcément un message derrière. On essaye tout le temps d'instaurer un débat, de créer un débat a posteriori sur gauche-droite sur la bande dessinée. De toute façon, toute la bande dessinée de cette époque était de droite. À part Vaillant et Pif, qui était une émanation de Vaillant en France, toute la bande dessinée, tout le terreau de la bande dessinée belge, et après ça, de Pilote, la bande dessinée française, c'était de toute façon un milieu très conservateur, souvent d'obédience catholique, très 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 conformiste, et il y a quelque part un miracle que cette bande dessinée ait autant d'humour, soit aussi révérencieuse, qu'ils soient parvenus à détourner la censure de l'époque, parce qu'il y a la fameuse loi de 1949 en France qui instaure un comité de lecture, une sorte de censure qui ne dit pas son nom. Donc on est dans un univers quand même extrêmement rigoureux, rigoriste, étriqué, étouffant. Et, la gauche en bande dessinée, ça va venir dans les années 70, pas avant. Avant, c'était certainement une bande dessinée pour enfants, mais c'était amour, famille, patrie, quoi. C'est comme ça que c'est né.
c'est né en France avec Alain Saint-Augan et Siguepus, puis il y a eu Hergé, et faire des procès a posteriori de cette bande dessinée-là, ça me met toujours mal à l'aise, parce que le contexte éditorial, le contexte économique était celui-là, quoi. Je pense vraiment que... Et ce n'étaient pas des auteurs outrageusement politisés. Franquin, Peyo, Maurice, c'était quelque part des grands enfants qui continuaient à s'amuser entre eux et qui avaient juste envie de raconter leurs histoires sans aucune espèce de prétention. Et je pense que Goscinny a hérité de ça, de ce climat-là, avec aussi la culture du bad magazine et toutes ces années new-yorkaises, et qu'il a fait un grand mélange de tout ça. Même dans sa vie d'éditeur, on sait qu'autour de la table de rédaction, de pilote pour les réunions, on avait aussi bien Cabu ou Fred qui venaient d'Harakiri, et puis en face, on avait un scénariste qui s'appelait Serge de Beketch et qui travaillait à Minute. On sait aussi qu'au début de la création de Pilote, l'un des rédacteurs avec lequel travaillait Goscinny, qu'il côtoyait, c'était Lucien Combel. Lucien Combel, c'était le rédacteur en chef de Révolution nationale sous l'occupation. Le plus jeune journaliste, certes, de l'époque, mais enfin, qui a été quand même condamné à la Libération, qui était vraiment un collaborateur. Serge de Beketch, rédacteur à Minute, c'est Goscinny qui vient le chercher. On va tous en vacances ensemble, par exemple. Et en bande avec Loro de Beketch, qui bossait à Minute. Et ça posait pas de problème ni à Goscinny, ni à nous, parce que ce qu'il faisait dans Pilote n'avait rien d'extrême droite. C'était plutôt rigolo. Je veux dire qu'il y avait évidemment un mec avec qui je m'entendais théoriquement très mal, qui était Serge de Beketch, extrême droite, Minute, etc. Bizarrement, évidemment, on s'amusait quand même tous les deux, parce que on était passionnés de politique. Alors, s'engueuler, ça faisait partie des amusements. Avec de Beketch, toujours, qui me disait « Mais pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu nous rejoins pas? Au fond, t'es mal-pensant comme moi. » Je dis « Ouais, mal-pensant, mais pas du même côté que toi, j'irai jamais. » Voilà. Mais j'avais beaucoup d'amis communistes à l'époque, j'ai jamais été, même truc. Pourquoi tu viens pas chez nous tout de même? Non, jamais de la vie, c'est pas possible. Alors, tout ça, ça donnait des résultats un petit peu curieux. Et Goscinny, là-dedans, gardait toujours une espèce de quant à soi, pour ce que j'en ai vu moi. Alors la légende dira après, les dessinateurs qui diraient « Ouais, mais non, mais à l'époque de Beketch, il n'était pas comme ça, il n'était pas d'extrême droite, il est super sympa, on rigolait bien, etc. Mais c'est après qu'il est devenu d'extrême droite. » Pas du tout. De Beketch, il est déjà à Minute à l'époque. Et c'est même pour ça, sans doute, que Goscinny l'engage. Pour que les contraires s'annulent, d'une certaine manière. De Beketch racontait avoir été invité à une soirée chez Goscinny, sur la grande terrasse de son appartement. Il y avait plein de gens, et qu'à un moment donné, Goscinny se dirige vers de Beketch, il dit « Serge, il faut absolument que je vous présente un de mes amis », et il lui présente René Andrieux, qui à l'époque est le directeur de l'Humanité. Et les deux gars sont obligés de se serrer la main devant Goscinny. Ils sont chez leur hôte, ils peuvent pas se cracher la gueule. J'arrive pas à savoir à déterminer pour savoir si c'est un bon gag de la part de Goscinny, qui va être capable sans doute de faire des gags comme ça dans la vie, juste pour lui, le plaisir de voir ces deux ennemis objectifs se serrer la main, ou si c'était aussi une manière autour de la bande dessinée, faisons la paix et serrons-nous la main. Le seul cas qu'il aura, c'est Mouminou. Quand Mouminou va raconter dans un roman sous son vrai nom qu'il a fait partie de la division Charlemagne sur le front russe, qui faisait comme partie de la SS, même si on les envoyait directement se battre contre les Russes et qu'ils ont tous été tués,
Alors, il va devenir Dimitri et faire le goulag chez machin, et il va devenir Mouminou et faire Goutatou et Dorocho pour Pilote. Et quand il va publier Le Soldat oublié, un très beau livre d'ailleurs sur un jeune égaré qui part se battre contre les communistes et qui se rend... Heureusement, quand on l'envoie directement sur le front russe, il aurait peut-être fait d'autres conneries. Là, il va dire non, je ne peux plus publier. Là, la limite est passée. Hein, il avait quand même les beaux SS. J'avais vraiment l'impression que Pilote était quand même une espèce de bulle déconnectée, non pas de la vraie vie, mais déconnectée de la politique en tout cas. C'est-à-dire que j'ai pas souvenir qu'il y ait eu des pages consacrées à tel événement politique, ou alors c'était pour le tourner tellement en dérision que c'était en dehors de ça, quoi. J'ose pas dire que Pilote était un journal apolitique, parce que ça n'existe pas, mais alors ça existe, mais inconsciemment, enfin, on exprime des choses, mais on n'avait qu'une seule idée, tous, et Goscinny en tête, c'était de se marrer, quoi. De raconter, de faire rire, de se marrer et de faire rire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une mission divine pour fendre tel truc qui n'allait pas, dénoncer tel dysfonctionnement, ou alors si, mais d'une manière tellement dérisoire et cocasse que ça non, c'est pas du tout un journal engagé, dénonciateur, de droite, de gauche, c'était de nulle part, c'était Pilote. Mais il y a aussi autre chose, c'est que, et c'est le discours de tous les amuseurs et de tous les humoristes, surtout de cette génération-là, il faut remettre les choses dans leur contexte. On est en train de parler des années 50-60. Le monde, il est encore partagé en deux. Hein. On est encore dans la guerre froide. Soit t'es communiste, soit t'es capitaliste. Voilà. C'est encore le moment où les gens se tapent sur la gueule là-dessus. S'exprimer, c'est forcément prendre parti à l'époque. Voilà. Il veut pas s'exprimer, on traite quand même de gros capitalistes, de chauvins et de nationalistes. Voilà. Donc, Goscinny ne doit jamais oublier que son métier, c'est d'amuser les enfants. C'est ça son métier. Après, qu'il ait réussi à superposer des tas de couches qui font que non, c'est un auteur universel, c'est autre chose. Mais il garde l'humilité de son métier de base. Donc, tu dis pas aux enfants pour qui tu votes. Voilà. Et 2, quand tu deviens presque t'as une telle audience, dire je vote machin ou j'ai des accointances avec telles idées progressistes ou autres, c'est directement couper en deux son lectorat. Je veux dire, c'est même anti-productif quand on est un humoriste dans ces années 50, 60, 70. Je crois que c'est juste impossible. Il est obligé de garder par devers lui ses opinions. Lire les bandes dessinées de Goscinny, lire le petit Nicolas, lire ses textes en général, ça va, c'est un humaniste. C'est un humaniste et c'est pas un réactionnaire. Voilà. Après, voilà, je pense que c'est un honnête homme. Et force est de constater, est-ce que c'est un retour de balancier, que tous ces gens qui ont été un peu ringardisés, un peu traités de vous n'êtes quand même jamais que des papis réacs, aujourd'hui c'est quand même ils sont à peu près tous reconnus comme des dieux vivants et même parfois surcotés par rapport à leur importance réelle. Mais il y a un mouvement de balancier dans l'histoire aujourd'hui. On ne jure que par ces auteurs sans trop se poser la question effectivement de leur appartenance politique. On les voit comme les pères fondateurs qu'ils ont été, quoi. Je crois que comme tous les grands créateurs, les grands écrivains, les gens qui racontent le monde, et qui le racontent en plus de manière humoristique en ce qui concerne Goscinny, la seule manière de bien le raconter, d'être universel, c'est soi-même de ne pas avoir de hier. Et c'est de prendre des êtres humains tels qu'ils sont pour les observer. Et pas prendre parti, finalement. Parce que prendre parti, c'est déjà orienter son regard et son écriture. Et je crois que Goscinny,
il était de cette trempe-là. C'est pour raconter le monde, je dois l'observer tel qu'il est, sans exclusive, sans préjugés. Très new-yorkais, je pense. Et il sait bien que Paris n'est pas le centre du monde, il sait bien que... Moi, ce qui me frappe toujours, c'est quand on voit des interviews de Goscinny, il est quand même extrêmement... Il s'exprime de manière extrêmement élégante, avec le sourire en coin. Enfin, c'est quelqu'un, comme Hergé, qui est plus haut que sa discipline à l'époque. À l'époque, en bande dessinée, ils étaient souvent un peu timides, ils avaient un petit peu honte de ce qu'ils faisaient, ils n'étaient pas forcément des grands orateurs et des grands esprits, alors que c'était des grands créateurs, mais on les sentait un peu mal à l'aise. Quand dans les interviews de Goscinny, il est malicieux quand même, il joue bien avec la caméra, il joue bien avec la télé, il joue déjà bien avec cet outil-là, et parce que c'est vraiment un homme d'esprit, quoi. Et ça, c'est très très flagrant. Il est au-dessus de la mêlée. C'est pour ça qu'il est aussi bien capable de serrer la main de René Andrieux que de Serge de Beketch, pour avoir une vision globale de ce que sont les êtres humains et de ce qu'est la société, juste pour en tirer la substantifique moelle qui va rendre sa vision universelle et intemporelle. Aujourd'hui, lire un Astérix sur les forêts pleines de chênes qu'on arrache pour construire des immeubles à plusieurs étages dessus, il n'y a pas besoin d'avoir grandi dans les années 70 pour savoir de quoi on parle. Il a toujours réussi à trouver dans son époque ce qui était l'expression de notre civilisation.